Alors, je n'ai pas de conflit d'intérêt direct avec M. Hervé ou M. Hirsch. Je me suis demandé pourquoi ils me demandaient de venir, mais maintenant j'ai très bien compris. Après avoir demandé à environ une vingtaine de personnes, personne ne voulait venir, on m'a pris comme intermittent du spectacle. Je vous remercie. Ceci dit, après, il faut quand même... Pour les autres. Oui, les autres étaient permanents. Et puis, surtout, c'est un peu difficile dans une ambiance de réflexion éthique de savoir comment, pour moi, se situer. Parce que j'ai remarqué que pendant tous les exposés, vous écoutez de manière tout à fait religieuse ce qui est dit, alors que j'ai plutôt une tendance spontanée à me provoquer moi-même et à essayer d'envisager les choses avec sérieux, mais sans se prendre au sérieux, ce qui est, je crois, important. Alors, au cours pour enchaîner avec ce qui a été dit, chacun des intervenants précédents m'a apporté des choses intéressantes, en particulier quand le juriste place la réflexion au niveau infrajuridique en insistant sur une référence à l'éthique, ça me semble important. Quand les gens disent que l'économie ne domine pas tout et que le conflit d'intérêts le réduire à un aspect financier est probablement réducteur, je me réjouis de cette approche. Quand on me dit que le conflit d'intérêts est important pour introduire des biais, je crois que c'est une excellente analyse parce que le biais, il est conscient ou il est inconscient, mais ça rejoint la recherche que j'avais faite d'une définition, puisque je me suis dit, le conflit d'intérêts. D'abord, il faut bien séparer la déclaration d'intérêt et le conflit d'intérêt. Et ce n'est pas parce qu'on déclare quelque chose qu'on est forcément en conflit. On ne passe pas sa vie, on est en conflit avec soi-même, comme cela a été dit de temps en temps. Mais la déclaration d'intérêt est une chose, le conflit d'intérêt en est une autre. Et très souvent, j'ai remarqué qu'on emploie l'un à la place de l'autre. Donc je m'étais quand même demandé comment moi, dans mon expérience passée, où finalement... On peut dire que j'ai eu un cumulatif de conflits d'intérêts puisque j'étais responsable de l'ensemble de la recherche clinique d'une industrie pharmaceutique pendant 3 ans et demi. Je suis revenu responsable d'un projet de développement dans l'industrie pharmaceutique et entre-temps j'ai été directeur général de la santé. Donc ça, on peut se demander, mais pourquoi et comment des choses comme ça peuvent se faire? C'est une réponse indirecte que probablement Emmanuel voulait vous dire, c'est que je pense qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois en même temps. On fait l'une après l'autre. Quand j'étais dans l'industrie, je servais l'argent. Quand j'ai été dans l'université, je servais la connaissance. Et je ne pouvais pas faire les deux ensemble. On ne fait pas les deux ensemble. Après, la question, est-ce qu'en alternance, est-ce qu'il y a une imprégnation qui fait qu'on n'est plus le même quand on vient de l'université dans l'industrie ou quand on quitte l'industrie pour aller dans l'université? Comme cela a été très bien dit avant moi, je ne suis pas capable de l'analyser, puisque là, il faudrait que j'y recours, puisqu'il paraît-il, il y a des psychiatres dans l'audience, il faudra que l'on m'aide. Donc, je crois qu'il y a conflit d'intérêts quand, placé en situation d'arbitrage ou de décision, on prend consciemment ou inconsciemment une position qui entraîne directement ou indirectement un avantage personnel, immédiat ou futur. Et je n'ai ressenti qu'une fois dans ma vie de manière extrêmement claire. Avec Pierre Corvol, nous avions développé un kit de dosage de la rénine qui a donné un brevet, qui a été commercialisé, qui a rapporté de l'argent à l'INSERM. Rien pour nous, parce que la seule manière de se débarrasser des conflits financiers, c'est d'éliminer la question. On l'élimine. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, je suis un fonctionnaire, je suis payé tant, je termine ma carrière à 8 500 €, ma retraite est de 4 600 €, et en dehors de ça, je n'ai rien. Donc comme ça, c'est extrêmement simple, on n'a plus jamais un seul conflit financier. C'est la seule manière claire, précise, de solutionner les choses. Donc, dans ce contexte, j'avançais petit à petit dans ce qui avait été dit avant moi, et le terme de loyauté qui a été utilisé par Didier Sicard me semble fondamental, et je l'ai emprunté dans la petite revue de la littérature que j'ai faite à Hervé Maisonneuve qui est ici, quand il conclut son article sur les conflits d'intérêts en santé, en insistant sur le fait que les valeurs morales auxquelles on se réfère, c'est un concept un petit peu flou, qui peut être religieux, qui peut être familial, etc. Mais c'est les valeurs, c'est le point de référence, rigueur, honnêteté, indépendance, loyauté, sont des valeurs auxquelles adhèrent la plupart des professionnels de santé. J'étais content de découvrir cette phrase de Maisonneuve. Alors, la personne qui, à mon avis, a le mieux écrit dans notre milieu était Jean-Pierre Boissel, qui a écrit un article dont on avait discuté ensemble, à vrai dire, il y a environ 5-6 ans, et qui insiste sur cette notion qui a été dite par tous, c'est-à-dire qu'on ne réduit pas le conflit d'intérêts à l'argent, mais d'autres problèmes existent, et ils ont tous été cités, c'est intéressant que tout le monde le sorte, l'ego, les honneurs, et puis ce sentiment aussi que de temps en temps, les gens qui sortent dans la lumière, en particulier dans le public, au moment où les gens portent, sans le savoir, sans savoir exactement ce qui s'est passé, des tas d'interprétations sur ce qu'ont pu être les actions des gens dans leur passé,
Là, on a ce problème du poids qui peut reposer sur les gens et qui les entraîne qui doit entraîner probablement des désastres. Et quand on me dit que la FSAPS ne vient pas, je comprends très bien que des gens que j'ai parfaitement connus pendant des périodes de 10, 15 ans, 20 ans, où certains ont été mes étudiants, je sais exactement ce qu'ils peuvent ressentir. Et quand je vois les interprétations, j'ai étudié bien sûr comme Didier le dossier pharmaceutique dont on parle beaucoup actuellement, mais il faut bien faire la distinction entre les faits qui sont dans le rapport de M. Aquilino Morel et les interprétations qui sont dans la pièce qui portent préjudice aux gens. C'est pour ça qu'on touche un point qui est très dangereux. Et d'autre part, cela a été dit, il faut rajouter dans ce problème de déclaration d'intérêt et des conflits d'intérêts la position des éditeurs de journaux et la position des médias, car dans les deux sens, les éditeurs ont leurs intérêts, les médias ont leurs interprétations, et les personnes peuvent manipuler les médias, manipuler les éditeurs, et donc le problème est compliqué. C'est pour ça que Emmanuel a dit que cette table ronde n'était que préliminaire. Alors je me suis quand même amusé, parce que je peux le faire en toute liberté, je vais vous parler d'un homme, je vais disséquer devant vous un homme que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. Mais je l'ai découvert parce que quelqu'un m'a dit « Tiens, tu as vu le type qu'on a mis à la tête de la Haute Autorité de Santé, en matière de conflit d'intérêts, on est servi. » Donc je ne suis pas le sujet, je ne le connais pas, et voilà comment la nouvelle me parvient. À ce moment-là, Emmanuel m'invite, donc par association d'idées, je me dis, je vais me renseigner. Donc je me suis renseigné sur un homme que je ne connais pas. Et ce que je constate d'abord, c'est que cette personne a fait plus de 20 articles par an dans les plus grandes revues médicales pendant un intervalle de temps de 20 ans. Donc c'est un rare professionnel qui a percé et qui a duré. Ceux qui percent et qui disparaissent, il y en a beaucoup. Ceux qui percent et durent, il y en a moins. Il a levé au total 11 millions d'euros dans les 3 dernières années pour l'ensemble des institutions dont il était responsable. Je peux vous dire que dans toute ma vie, je n'ai jamais pu arriver peut-être à ce chiffre-là. Donc je pense qu'en tant que manager, cet homme est probablement un homme remarquable. Et dans son domaine, les collaborations industrielles qui sont présentées comme des excès sont au nombre de 16, 12 et 10. Mais je pense que quand on voit que quelqu'un a fait dans la littérature médicale pendant 20 ans des contributions à ce niveau, il devient probablement à un certain niveau incontournable. Et puis après, on note, et il l'a dit qu'il avait eu des honoraires personnels de 205 000 €, l'entérie est pour la consultation privée à l'hôpital. Je me suis toujours battu contre la consultation privée à l'hôpital. J'adore l'entérie, je pense que c'est un débat sur lequel il n'y a pas... Chacun fait ce qu'il veut dans la vie, à partir du moment où on est dans la légalité. Mais on peut avoir des opinions, ben voilà, 205 000 €, avec les sommes d'argent qu'il gagne, oui, au fond, quand on fait le calcul, pourquoi pas. Alors, pourquoi l'exemple est remarquable? Parce que quand cet homme, que je ne connais pas, en 1977, publie pour la première fois, il publie sur le myélome, et quand il termine responsable de la Haute Autorité de Santé, il écrit en 2010, dans une revue correcte, une revue générale sur le myélome. Et entre-temps, il y a 477 publications dans les plus grands journaux. Donc quand on me présente les conflits d'intérêts d'une certaine façon et quand je les lis d'une autre façon, j'en conclus que premièrement, le choix qui a été fait de cet homme à la Haute Autorité de Santé, et il y avait beaucoup d'autres personnes qui auraient occupé ce poste, mais moi je peux me permettre de le dire puisque maintenant je ne suis plus du tout dans ce genre de course, donc je regarde les choses, je crois que le choix a été fait d'une manière, d'une carrière d'un professionnel qu'on peut absolument envier, et que deuxièmement, les conflits d'intérêts qu'il va avoir sont extrêmement simples, et je les ai connus à toutes les époques de ma vie, c'est simplement de dire qu'il ne s'occupera pas des dossiers qui concernent l'hématologie ou certaines formes de cancérologie. Quand j'étais à la Direction Générale de la Santé, je n'ai jamais fait un truc d'hypertension artérielle, bien évidemment. La manière de couper le conflit d'intérêts, c'est d'annoncer dès le départ que ce champ-là, on peut avoir perdu la vision, et on fait à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Tous ces efforts, en l'occurrence, c'était la nutrition, le dépistage du cancer, etc. Et il est évident qu'on peut avoir des biais dans le domaine dans lequel on a travaillé. La seule manière de s'en prévenir, c'est soit de se faire interdire de s'en occuper, soit de décider soi-même, ce qui est probablement le plus clair, puisqu'il est vrai que dans notre pays, chaque fois que vous occupez un poste, les gens ont pris la mauvaise habitude de vous téléphoner pour vous demander tout de suite, maintenant que tu es à ce poste-là, surtout n'oublie pas que... Et donc, ça serait complètement fou de dire que la France n'est pas organisée de haut en bas pour travailler sur ce mode-là.
les différentes confréries qui existent dans notre pays, les différences régionales, les intérêts des uns et des autres font que par habitude, les choses se passent comme ça. Je vais en prendre deux exemples. L'Alzheimer. La commission Alzheimer. Commission. On m'avait donné une mission, je fais une commission, c'est des outils administratifs, c'est la boîte à outils. Très bien, au mois d'août, je ne sais pas très bien où je vais aller avec une commission, mais je me dis commission, ça fait bien, ça va me permettre de m'entourer avec des gens qui j'aurai confiance, etc. Et à partir du moment où ça s'est su, à partir du mois de septembre jusqu'au mois de décembre, quand d'ailleurs le travail était fini, le nombre de coups de téléphone pour rentrer dans la commission que l'on reçoit est totalement invraisemblable. Tout le monde veut aller dans la commission. Je ne sais pas exactement ce qu'est la commission, je ne sais pas exactement où on va, mais tout le monde veut rentrer dans la commission. Et j'ai refusé 2 groupes, mais avec énormément de gentillesse, avec énormément de fermeté, et à distance, je m'en réjouis. Donc le premier groupe a été le Christian Lajou, qui est le président du LAM. Je lui ai dit, et je suis donc du milieu de l'industrie pharmaceutique, c'est-à-dire que je crois que les médecins de l'industrie pharmaceutique et l'organisation de l'industrie pharmaceutique, entre 1980 et 1990, était 10 fois supérieure à l'organisation universitaire sur le plan de la rigueur du travail et sur le plan de l'honnêteté. Et les professionnels qui sont médecins dans l'industrie sont des professionnels comme les autres, avec une énorme rigueur et qu'on ne trouvait pas et qu'on ne trouve pas toujours dans l'université. Donc de ce côté-là, je pense, et Christian Lajou le savait, mais je pensais que le syndicat des industriels ne devait pas être dans une commission de réflexion sur la maladie d'Alzheimer, puisque par derrière, nous savons très bien que le problème de la découverte du médicament, de l'utilisation du médicament est fondamental, mais je ne pense pas qu'un plan de santé publique puisse se faire dicter son organisation par les gens qui ont un intérêt direct à ce qu'on parle de plus en plus de l'Alzheimer dans une sorte d'habitude de pré-marketing. Par contre, toutes les connaissances de l'industrie sont indispensables, il y a 8 groupes de travail, l'industrie peut aller dans le groupe de travail de son choix pour apporter sa contribution, donc comme ça a été dit, dont on ne peut absolument pas se passer. Et le deuxième groupe que je n'ai pas pris dans la réflexion, j'ai pris des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, des gens qui avaient une habitude, j'ai pris des gens qui ne connaissaient pas bien l'Alzheimer. C'était les groupes de travail qui renseignaient sur l'Alzheimer. Eh bien, je peux vous faire peut-être sauter, je parle toujours sous le contrôle de Emmanuel, donc je me méfie terriblement, parce que je sais que ça peut très bien se discuter. Je n'ai pas pris l'association des malades de France Alzheimer. Je n'ai pas pris l'association des malades. J'ai mis l'association des malades dans tous les groupes qu'ils voulaient, pour tout ce qu'ils voulaient intervenir, mais pas au niveau de la décision, parce que j'estimais que responsable de la santé publique, mon problème n'était pas de défendre l'Alzheimer contre d'autres maladies, mais de trouver la juste place de l'Alzheimer, tout en comprenant très bien que les familles qui souffrent d'une maladie ont le droit, le devoir et l'envie de se manifester sur leur maladie, mais que ça ne se transforme pas en des compétitions entre les différentes maladies, le cœur contre le cerveau, dans le cerveau le Parkinson contre l'accident vasculaire cérébral, dans l'Alzheimer le jeune contre le vieux, etc. etc. Donc vous voyez que le problème des conflits d'intérêts que l'on peut avoir, ou des déclarations d'intérêt, eh bien je vais rejoindre ce qui a été dit avant moi en apportant simplement quelques exemples, c'est qu'il faut se garder d'une vision superficielle, rapide, et que dans les circonstances de crise, comme on le vit un petit peu actuellement, à mon avis, c'est le plus mauvais moment pour prendre des décisions. Et je comprends très bien que le politique ait le besoin immédiat de réagir quand il a la sensation d'être en danger ou d'être attaqué, mais les questions que l'on traite ne peuvent pas être traitées à travers un prisme qui sera celui d'un exemple ou qui est celui d'un exemple récent. C'est des problèmes trop difficiles, trop compliqués, et j'étais content de voir que des gens de milieux différents, médical, juridique, pharmaceutique, pouvaient avoir cette même analyse sur la complexité, dans laquelle, bien sûr, je ne peux pas vous amener de solutions. Les dernières diapositives que je ne vous montrerai pas, parce que je pense que je n'ai pas le temps, mais je vous conseille d'aller les voir, parce que je les ai reçues cet après-midi, c'est l'opinion des hauts fonctionnaires sur les conflits d'intérêts, et pour moi, c'est tout à fait croustillant. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous passer quand même la dernière diapositive, parce que quelles sont les solutions les plus efficaces pour lutter contre les conflits d'intérêts? Parmi les propositions suivantes, lesquelles vous semblent les plus efficaces pour prévenir les conflits d'intérêts chez les hauts fonctionnaires? Instaurer un dispositif de déclaration d'intérêt au plus haut poste d'administration. Pas de problème. Instaurer des codes de déontologie au sein de chaque structure administrative. Pas de problème. Mettre en place un régime de déclaration et de remise à la collectivité des cadeaux d'une valeur supérieure à 150 €.
Je vous rappelle les chiffres que je vous ai montrés avant. Je pense que les gens ne doivent pas avoir les mêmes visions du monde, mais je me réjouis de voir que le haut fonctionnaire, dont le salaire maximal est de 9 000 € par mois quand on est inspecteur général des finances, en fin c'est à peu près ça, hein, 150 €, c'est donc là que vous imaginez une limite du conflit d'intérêts. Votez une loi définissant clairement la notion de conflit d'intérêts. Votez une loi, faire des décrets d'application, bien sûr. Donc, je vous donne rendez-vous dans quelques années. Renforcer la formation initiale et continue des hauts fonctionnaires en matière de prévention des conflits d'intérêts, bien sûr, mais en allant voir des gens du terrain. Mettre en place un système d'alerte permettant à chaque agent de signaler des risques de conflit d'intérêts. Alors là, le système devient tout à fait pesant. Nous avons la législation et nous avons la police politique qui va... voilà. Et puis encourager les administrations à tenir un registre des lobbies ou groupes d'intérêt. Alors là, on continue bien sûr sur ce même. Donc je crois que dans des circonstances aussi difficiles, sur des problèmes de fond, où c'est les valeurs qui comptent finalement, il faut quand même se garder d'aller trop loin. Et j'espère que ce transparent qui vous fait un petit peu rire aujourd'hui vous fera encore plus rire dans 10 ans en fonction d'une évolution qui n'aura pas été celle-là. Merci de votre attention.